Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Touhachtkoum, vous m'avez manqué. Ce matin fut fort en émotion. Faut que je vous montre ce que Justin y a pas fait. Can you give me a sign? So I can show them the damage? Internet. Ouais, ouais. Alors, He's a Justin se moron. réinventait une carrière He was a de moron. groomer de chat. Voilà la catastrophe. Voilà mon fils. Pauvre enfant. Martyrisé. Traumatisé. Dans les rues du 19e arrondissement. Alors Justin a l'impression que c'est un être humain. Un chat, c'est comme un être humain. Baby, he's trying to get off. He's trying to get off the candle, please, s'il te plaît. Did he burn himself? Depuis que Justin est là, il y a des catastrophes partout. Première catastrophe. Il a coiffé le chat? Très mal. Donc il a décidé de lui enlever des poils parce qu'il a dit il a chaud l'été, il fait chaud. Donc c'est un peu comme les êtres humains, tu sais, quand ils ont des cheveux qui poussent trop, il faut les couper. Ça rafraîchit. Bah voilà, donc il a rafraîchi Devdas, Assam, pardon. Et Link, en fait, donc là j'ai une armoire de laquelle Link il saute sur une autre petite armoire, on va dire, et après il saute sur mon bureau. Et il a mis une bougie. Je lui ai dit, bah tu veux les brûler vivants Donc bon, voilà, ça commence bien la catastrophe. Mais, ses intentions sont toujours bonnes. Donc on pardonne. Oups, ça va mon fils? Tu disparais, je te dis bonjour. Bonjour les grasses matineurs, bonjour. Il aime trop les câlins. Une famille de fraudeurs qui a dépouillé de 1,5 million de dollars canadiens un fonds de recherche contre le cancer d'un hôpital montréalais a pris le chemin de la prison ce vendredi, avec en tête la matriarche pour ses crimes odieux, choquants et immoraux. La mère est l'instigatrice. Elle a entraîné son mari et ses enfants dans cette fraude. Le docteur qui lui accordait une confiance absolue aura été berné à en pleurer, a commenté la juge Mylène Grégoire, juste avant de condamner la famille Daguenet et Disbury ce vendredi au Palais de justice de Montréal. C'est que cette famille, avec à sa tête Sylvie Daguenet, n'a pas hésité à commettre une fraude, dépouillant entre autres un fonds de recherche contre le cancer de la prostate. La fraude massive a débuté au tournant des années 2000 pour s'étaler sur 14 ans. Parce que tu le fais une fois, tu dis bon allez, on a fraudé un peu, allez. Et encore, c'est pas bien. Mais 14 piges, tu voles à la recherche. À l'époque, Dagenet, 60 ans, donc la meuf, Sylvie, travaillait pour le chef du service d'urologie du CHUM et avait sa confiance absolue, tellement qu'elle a pu se hisser au poste de coordinatrice d'un fonds de recherche et ainsi obtenir un certain pouvoir de gestion. Mais au lieu de travailler pour le bien commun, elle a décidé de s'en mettre plein les poches, par exemple en recourant à la double rémunération et en présentant des factures bidons. Elle a ensuite entraîné son mari, Danny Edisbury, le mec qu'on voit en photo là, 61 ans, et leurs enfants de 34 et 37 ans, Francis et Karl, dans son aventure criminelle. Francis et Karl, là, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? 34 et 37 ans, tu suis la daronne dans des conneries comme ça. Le fait que la fraude visait un fonds de recherche sur le cancer de la prostate ajoute au caractère odieux des crimes, a dit la juge. Convaincue qu'elle et sa famille ne se feraient jamais attraper, Sylvie est devenue de plus en plus gourmande, au point où, 14 ans plus tard, elle avait dérobé 1,5 million de dollars, donc canadiens, au centre hospitalier, qui est en partie financé par les contribuables, bien entendu. Faut vraiment être la dernière des merdes pour faire ce genre de choses. Il a fallu un événement inattendu, soit le déménagement de bureau, pour que son stratagème soit révélé et que la famille soit arrêtée. Il se croyait invincible et se pensait au-dessus de tout soupçon, a noté la magistrate. Et ce vendredi, il était temps pour eux de payer, pas seulement par la privation de leur liberté, mais aussi en puisant dans leur portefeuille, puisqu'en plus de la prison, maître Sarah Audrey Degnaud réclamait un remboursement des montants dérobés. Ainsi, Sylvie, qui a été le maître d'œuvre de la fraude, a écopé de 6 ans de pénitencier, en plus de devoir débourser 562 000 dollars. Elle a 12 ans pour le faire, faute de quoi elle retournera derrière les barreaux pour 3 ans. Je suis en état de choquance totale. Le mari, Danny Edisbury, a, quant à lui, écopé de 4 ans de détention et devra rembourser 690 000 dollars. Pourquoi il doit rembourser plus que elle si c'est elle le chef d'orchestre? Il a peut-être bouffé plus. Les enfants ont pu s'en sortir avec 2 ans, moins 1 jour de prison à domicile.
Bon, ça dépend de qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait, moi je veux plus de détails. Mais ils devront également rembourser des montants subtilisés. Sylvie Dagenet et Danny Edisbury devaient servir à leurs enfants de modèles d'adultes responsables, a conclu la juge. Ils ont plutôt choisi de se comporter en fraudeurs, menteurs et manipulateurs. J'aime bien la juge. T'entraînes tes gosses, qui sont très grands en vérité. Imagine, ironie du sort, le mec il a un cancer de la prostate. Ou ses enfants, parce que c'est des mecs. Si c'est pas un signe divin, ça, excuse-moi. Hein. Combien ils ont mangé, les enfants? Moi, c'est ça qui m'intéresse de savoir. Les enfants, combien ils ont consommé? Le père, combien il a consommé? Parce qu'il doit rembourser plus que la mère. À aucun moment, il y en a un des quatre qui s'est dit c'est un peu haram ce qu'on fait quand même. Je leur souhaite pas, attention, hein, je leur souhaite pas d'avoir des cancers. Je souhaite pas, je suis pas le genre. Mais la prison, c'est très bien. C'est la justice, c'est la punition de la justice. Hein. Je ne fais qu'être d'accord. Hein. Un chauffeur de taxi britannique, arrêté par la police pour excès de vitesse, a pu partir avec un simple avertissement de 2 agents. Les officiers n'auraient jamais pensé que l'homme qu'ils avaient attrapé tuerait un piéton 16 minutes plus tard. Shakur Ahmed venait de terminer une course pour 2 clients quand il a reçu un avertissement pour excès de vitesse, a rapporté le Daily Mail. Les policiers justifient cette décision, donc de le laisser partir juste avec un avertissement, expliquant qu'ils ne voulaient pas lui donner une contravention, puisqu'une telle offense aurait pu affecter la carrière du conducteur de 46 ans qui pratique ce métier depuis plus d'une quinzaine d'années. Cette bonne action des agents a toutefois été tenue pour acquise par le chauffeur de taxi qui a continué de rouler à une vitesse qui pouvait dépasser les 160 km/h. À peine quelques minutes plus tard, c'est à une vitesse de 85 km/h dans une zone de 65 que l'homme a frappé Dan Beams, âgé de 32 ans. Le piéton a subi des dommages neurologiques très sévères qui ont mené à son décès. Au moment du procès de M. Ahmed, le juge a souligné que si le conducteur avait roulé à la limite de vitesse respectée, la probabilité que M. Beams meure était de 30%. À cause de la vitesse trop élevée, les risques de cette fatalité ont augmenté à 80%. Le juge a aussi ajouté que M. Ahmed se serait comporté avec une arrogance routière sur la route au cours de cette nuit-là. C'est pas dégueulasse, franchement, ce qu'il a fait. Et en plus, comment il parle dans la vidéo, alors c'est in English, donc j'ai coupé le son, mais comment il parle dans la vidéo, t'as envie de le fracasser. Les policiers, ils ont été d'une gentillesse incroyable. Non mérité, mais ils pouvaient pas savoir. Je pourrais accepter son décès si c'était un accident, mais la vie de mon fils a été enlevée par la conduite dangereuse d'un chauffeur de taxi, et je ne peux pas accepter ça, a affirmé la mère de la victime, Yvette White, dans une déclaration écrite à l'attention du juge. Il n'avait qu'une tâche à accomplir, et il a échoué. Shakur Ahmed a été condamné à 6 ans de prison, 6 ans et 10 mois, pardon, donc presque 7 ans. Peut-être que si ça peut affecter sa carrière, c'est que ça doit l'affecter. Bien dit Maxime. Comment il a jamais fait d'infraction, là aujourd'hui il a décidé de péter un câble. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme vient de le quitter? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ne se rendent pas compte que quand ils sont volants, ils ont la vie des gens en jeu. C'est exactement ça. Alors je suis très mal placée pour parler, mais quand j'ai eu mon permis dans les débuts, j'ai eu mon permis à 18 ans. Vous avez eu quel âge votre permis? Tiens, c'est une bonne question. J'ai eu mon permis à 18 ans. Je conduisais comme une malade mentale. Et je pense que c'est dans les gènes parce que ma mère, on l'appelait Schumacher. Mais c'est trop dangereux de conduire comme ça et je regrette. Franchement, sincèrement, je regrette d'avoir été inconsciente comme ça. Parce que j'aurais pu me tuer, j'aurais pu tuer des gens. Il n'y a rien de pire que d'être inconscient sur la route. C'est la victime de l'accident de voiture, j'ai pas montré. C'est la victime. Dan Bims, 32 ans, mesquine. 32 ans, une vie terminée. Cause d'un chauffard. C'est chaud, hein. Roulez prudemment, les gens. Voilà, franchement, il n'y a rien de pire que de tuer quelqu'un, de se tuer soi au volant parce qu'on veut faire le pilote. Un Américain de 33 ans, de la Floride, recherché pour le vol d'un bateau et d'un véhicule, a tenté d'échapper à la police en se déguisant en femme. Mais son plan a foiré. Joshua Kolotka a été aperçu en train de sortir d'une maison avec un accoutrement improbable, alors que les policiers enquêtaient sur le vol d'un bateau et d'un véhicule utilitaire sport, donc un SUV, à Lakeport ou Lakeport. Ils ont vu Joshua Kolotka sortir d'une résidence déguisée en femme pour essayer de passer incognito, a indiqué le bureau du shérif du comté de Glades dans un communiqué
repris par le Daily Mail. Ça passe ou pas? Super sexy, aucun effort. Il aurait pu mettre du rouge à lèvres. Le trentenaire a immédiatement été arrêté sur les lieux et incarcéré sans caution dans la prison du comté de Glades, ont indiqué les autorités qui ont trouvé sur place plusieurs autres objets, probablement volés par le suspect. Sur la photo publiée par le bureau du shérif du comté de Glades est reprise par le média américain, on peut voir le suspect menotté portant une perruque blonde, une petite robe bleue, une jaquette blanche et des lunettes de soleil. Le look du voleur a inspiré les internautes qui se sont donnés à cœur joie pour commenter ce fait insolite sur les réseaux sociaux, à l'image de cet utilisateur qui a décrit « Merci d'être inclusif, la diversité, c'est important, même dans le milieu criminel. » Mais cette perruque, c'est de la paille. C'est quoi cette perruque dégueulasse? Moi, les miennes, Amazon, 25 €, hein. Tiens, regarde comment elle est soyeuse. Où il l'a trouvée? Ça se trouve, c'est une serpillière. Il a retourné, il a brossé, il l'a mis comme ça. Les lunettes, c'était bien tenté. Et il s'est rasé. Un petit peu de rouge à lèvres. Je pense qu'il serait passé un peu mieux. Et il aurait dû rembourrer aussi au niveau de la poitrine. Un négociant en prêt hypothécaire du Nevada âgé de 29 ans est accusé d'avoir encouragé et ordonné à l'un de ses amis de tuer un deuxième ami en demandant prétendument au tueur de commettre l'acte via une diffusion vidéo en direct afin qu'il puisse voir la victime se faire battre à mort. Cette phrase est très longue et très horrible. Hein. Qu'est-ce qu'il a vécu lui dans son enfance? Stéphane Jakubov a été placé en détention plus tôt ce mois-ci et inculpé de plusieurs crimes, dont un chef d'accusation de meurtre ouvert, de vol qualifié et de destruction ou dissimulation de preuves lors du meurtre de Aaron Chavez en 2023. Oh, mais donc le mec, il a été vraiment tué, putain. L'ami de Jakubov, qui l'aurait incité à tuer Chavez, Gino Giuliani, a été arrêté en août 2023, après que des chauffeurs de dépanneuse l'ont trouvé endormi dans une voiture garée à quelques mètres du corps calciné de Chavez. Giuliani aurait appelé les chauffeurs chez lui parce que sa voiture était restée coincée dans le sable. Voici le mec qui a été convaincu de commettre cette atrocité. Les autorités auraient affirmé que Giuliani, donc lui là, le 12 août 2023, aurait battu Chavez à mort dans une maison de Las Vegas équipée d'une caméra permettant à Jakubov de regarder l'assaut mortel en temps réel. Les enquêteurs auraient obtenu des SMS de Jakubov à Giuliani qui disaient « Casse-lui la gueule » à propos de Chavez, « Supprime nos conversations, je supprimerai les... » Alors c'est écrit les caméras, mais les images, quoi, je pense, les images vidéo. Giuliani aurait envoyé des SMS à Jakubov disant « Où dois-je diffuser l'émission ?» Enfin, l'émission, c'est mal traduit, mais j'imagine « Où dois-je diffuser notre film hein ?» Et est-ce qu'il y a de l'eau de Javel ou du chlore en ce qui concerne le nettoyage de la scène de crime? Ils n'ont pas compris que la Javel, ça laissait quand même des traces? Jakubov aurait répondu qu'il y avait des produits de nettoyage sous l'évier. Dans une interview avec les détectives du département du shérif de San Bernardino, Jakubov a déclaré qu'il avait déménagé à Las Vegas en 2020 et qu'il avait rencontré Chavez, donc la victime, qu'il a décrit comme étant très riche, mais devant une très grande partie de l'argent à des investisseurs. L'équipe d'enquête de la chaîne d'information a déclaré avoir identifié et confirmé plusieurs personnes qui affirment que Chavez les a escroqués. C'était un escroc la victime, d'accord. Giuliani a également déclaré à la police que Chavez, la victime, qui était devenue riche grâce à une série de stratagèmes à la Ponzi, et s'était fait beaucoup d'ennemis. Des messages textes précédemment obtenus par le média montraient également que Chavez et Giuliani, son assassin présumé, avaient déjà échangé des messages menaçants. Mais ils sont cons les mecs. Tu menaces, tu laisses des traces. Mais ils sont débiles, putain. Si je tombe, vous serez poursuivi en justice dans toute son ampleur. Enfin, c'est très mal traduit. Donc c'est Chavez qui écrit ce message-là à Giuliani, le mec qui allait le battre à mort, quoi. Et Giuliani aurait répondu « Les morts ne peuvent pas poursuivre ». Putain, il est poète le Giuliani, hein. Les autorités auraient trouvé sur le téléphone de Giuliani plusieurs vidéos impliquant celui-ci dans le meurtre de Chavez. Dans une vidéo, Chavez semble être assis sur un canapé, tandis que Giuliani semble être assis sur une chaise, juste en face de lui. Un Giuliani agité crie à Chavez « Qu'est-ce que ça fait de ne pas être respecté? C'est nul, hein ?»
Julian attrape Chavez avec sa main gauche et lui donne un coup de poing au visage avec sa main droite. Chavez s'étale sur le canapé. C'est très mal traduit. Il s'étale sur le canapé. Il rembourse les gens, putain. En gros, c'est ce qu'il a crié, Julian, en le tabassant. Il lui dit rembourse les gens, putain. Une autre vidéo qui aurait été filmée après la mort de Chavez semble montrer Julian dans le désert, avec le corps de Chavez enveloppé dans plusieurs couvertures. Oh, c'est la photo là, putain. Et attaché avec de la ficelle. Qui a écrit cet article? Je ne voulais pas faire des conneries de gangsta, semble dire Julian en aspergeant le corps d'essence. Mais excuse-moi, mais qui dit ça pendant qu'il asperge quelqu'un d'essence? Je ne comprends pas les principes. C'est donc mon travail de les enseigner, poursuit-il. Aucun sens. Je me sens presque désolé pour lui. Jakubov est actuellement détenu au centre de détention du comté de Clark, moyennant une caution de 510 000 $. Il doit actuellement comparaître devant le tribunal le 25 avril pour une audience préliminaire. En plus des accusations susmentionnées, il fait également face à un chef d'accusation de complot en vue de commettre coups et blessures entraînant des lésions corporelles graves et un chef d'accusation d'hébergement, d'aide ou de dissimulation d'un délinquant criminel. Le mec, il s'est filmé en faisant tout ça, il a tout gardé, les vidéos et tout, mais j'avoue, c'est une tenue sexy. On dirait qu'il va à la salle de sport pour soulever des poids. Son avocat Robert Draskovic déclare qu'il ne pensait pas que son client resterait longtemps en détention. Avec toutes les preuves qu'ils ont. Ah, mais il est marrant cet avocat, dis donc. Nous prévoyons qu'il versera sa caution dans un avenir très proche. Ah, c'est pour ça. Parce qu'il a les thunes pour la caution. Il attend avec impatience son audience préliminaire dans cette affaire. Il est convaincu qu'il sera disculpé des accusations de meurtre et de vol auxquelles il fait actuellement face. Je n'ai jamais vu un avocat autant dans le déni que ce mec. Julian doit actuellement entamer son procès devant un jury au mois de mai. Donc c'est en cours. J'aimerais bien suivre cette affaire, je voudrais plus d'informations, de renseignements. Le mec est un escroc, ok, bon, mais c'est pas ça qui fait que tu dois le tuer. La question c'est, est-ce que lui s'est fait arnaquer par la victime? Est-ce que, putain, pardon, est-ce que c'est la raison pour laquelle il a voulu tuer la victime? C'est la question que je me pose. Comment tu peux espérer, avec des SMS dans lesquels tu dis va lui buter la gueule et filme-toi et envoie-moi la vidéo, je veux voir, comment tu peux espérer t'en sortir? Lui, c'est les muscles, et l'autre, c'était la tête. Le bureau du procureur du Massachusetts a annoncé qu'il ne déposera aucune accusation criminelle contre une sexagénaire, donc j'imagine madame là, chez qui les corps de 4 bébés ont été retrouvés congelés en raison de trop nombreuses questions laissées sans réponse. Cette enquête, qui est l'une des plus complexes, inhabituelles et perplexes de ce que ce bureau n'ait jamais rencontré, est maintenant terminée. Mais nous n'avons que quelques réponses. De nombreux éléments de cette affaire ne trouveront probablement jamais de réponse, a indiqué le procureur Kevin Hayden dans un communiqué. Mardi, le procureur du district de Suffolk a mis un terme à l'enquête sur la mort de 4 bébés âgés de 37 à 40 semaines qui avaient été retrouvés congelés en novembre 2022, emballés dans du papier aluminium et placés dans des boîtes à chaussures à l'intérieur d'un congélateur. C'est le frère de la suspecte, la mère des 4 bébés, Alexis Aldamir, donc c'est une femme, 69 ans, qui avait fait la macabre découverte au moment de nettoyer l'appartement de sa... Ah non, c'est mal traduit, putain, il y a un problème de traduction. Il y a écrit frère, en fait, c'est sa sœur. Donc c'est la sœur de la principale suspecte et la maman des 4 bébés, Alexis Aldamir, 69 ans, qui avait fait la macabre découverte au moment de nettoyer l'appartement de sa sœur dans le quartier du sud de Boston, après l'avoir placée en résidence de soins. Oh, elle a été mise en maison de retraite et c'est comme ça qu'elle a fait la découverte. Mais du coup, c'est elle la mère des bébés. Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est qu'aucune méthode scientifique n'aurait permis aux enquêteurs de déterminer à quand remontait la mort des 4 bébés, 2 garçons et 2 filles, ni même la cause de leur décès. Ils pourraient être morts-nés. Ces questions sont essentielles pour procéder au dépôt d'accusation, a précisé Fox News. Selon les rapports, l'autopsie n'aurait par ailleurs révélé aucun signe de blessure sur les petits corps et aucune trace de nourriture ou de lait dans leurs estomacs. Oh, ils ont été bien conservés, ils étaient congelés en plus. Qui plus est,
Les anciens collègues de la sexagénaire, qu'il aurait côtoyé dans une firme de comptabilité entre 1980 et 2021, n'auraient jamais eu conscience d'une quelconque grossesse chez la femme corpulente qui avait un penchant pour porter des vêtements amples. C'est ses bébés à elle, en fait. Donc il y a un problème de traduction parce que dans la phrase, c'est écrit la mère des 4 bébés, étant la sœur, mais en fait, non. Donc c'est bien elle. Désolée, hein, désolée. Est-ce qu'elle était mariée? La femme avait également mis en adoption une fille née en 1982, issue des mêmes parents que les autres bébés, morts congelés. Le père des 5 enfants serait quant à lui mort en 2011. Ah, si bien qu'aucune accusation ne pourra être portée contre lui, évidemment. De son côté, Alexis, donc la sœur de la suspecte, ne semble plus apte à subir un procès. Lorsqu'elle aurait rencontré les enquêteurs, elle paraissait confuse et démontrait un manque de compréhension par rapport à l'endroit où elle se trouvait et à qui elle parlait. Un procureur ne peut pas éthiquement avancer dans une affaire qu'il estime de bonne foi, ne pas pouvoir porter devant un tribunal, a conclu le procureur Kevin Hayden en annonçant la fermeture du dossier. Si elle était mariée, le père est complice. Pas forcément. Hein. Des fois, les pères, ils savent pas. Il y a des femmes, elles cachent leur grossesse. Véronique Courgeot, c'est une des premières affaires que j'ai traitées sur la chaîne À regarder après minuit, sur YouTube. Il n'était pas au courant que sa femme était enceinte. Il y a des couples, apparemment, il n'y a plus d'intimité, ou bien intimité dans certaines conditions, genre éteins la lumière, ne me touche pas là, ne me touche pas mon ventre, je suis complexe de mon ventre. Il y a des personnes pour qui les rapports sexuels, c'est comme ça. Donc le mec, c'est tout à fait possible qu'il n'ait pas vu. Je pense qu'il ne savait pas. Ou peut-être qu'ils l'ont fait à deux. En fait, on pourra jamais savoir. On vote. Qui pense que le père était au courant? 4 bébés quand même, hein, je te jure. Hein. À quel âge elle les a eues, ces grossesses? Et celle qui est adoptée, elle doit péter un câble. Celle qui a été adoptée, en 82. Quel âge elle a aujourd'hui? Elle a 2 frères et 2 sœurs qu'elle ne connaîtra jamais. Un pédophile récidiviste a reconnu vendredi sa culpabilité à une accusation de leurre pour avoir entretenu une conversation déplacée sur les réseaux sociaux avec une fillette de 10 ans. Il a vu sa feuille de route bien garnie, feuille de route j'imagine de casier judiciaire, le ministère public veut maintenant le faire déclarer délinquant dangereux ou à contrôler. Ah donc il va pas en tôle. Brian Jeffrey a reconnu avoir entretenu une conversation sur la plateforme Messenger de Facebook avec l'enfant à l'été 2022, en plus d'avoir convenu à une ordonnance du tribunal qui lui interdisait d'être en contact avec des mineurs de moins de 16 ans. Il connaissait la mère de la petite depuis quelques années, puisqu'il la servait comme boucher dans l'épicerie où il travaillait. À un certain moment, la mère, qui était amie sur Facebook avec l'accusé, réalise que sa fille de 10 ans est elle aussi amie avec l'homme, amie sur Facebook quoi. Le 10 août 2022, c'est l'enfant qui parle d'une conversation à caractère sexuel que l'homme aurait initiée. Dans ces échanges, Jeffrey, 47 ans, dégueulasse, aborde rapidement la sexualité avec l'enfant. Mais comment c'est possible de faire ça? Il lui propose beaucoup d'argent à la fillette en lui demandant ce qu'elle lui ferait en échange de ces sommes. Il lui dit ça peut être des câlins, des bisous. Et puis il écrit sans aucune autre explication le mot sexe, s'excusant ensuite en disant s'être trompé de conversation. C'est ça, ouais. Mais le pédophile tente rapidement de manipuler l'enfant en lui disant à moins que tu acceptes. Brian Jeffrey lui a ensuite demandé si elle était à l'aise pour du sexe en échange de, par exemple, 100 $. C'est ce qu'il a écrit. Par exemple, 100 $. Genre, on dirait qu'il est en train de négocier un achat, le mec. Enfin, techniquement, c'est ce qu'il est en train de faire. Arrêté par les policiers, le pédophile mentionne ne pas savoir pourquoi il a écrit ça. Mais il ajoute qu'heureusement, il a suivi une thérapie parce qu'il y a beaucoup plus de victimes. Putain, mais non, c'est pas vrai. La thérapie en question était une condition imposée par la cour dans des dossiers antérieurs. Bah voilà, genre je suis en thérapie, mais t'étais obligé en fait. Arrête de faire comme si que c'était Zama parce que tu voulais vraiment guérir. L'homme a été condamné en 2014 à 38 mois de détention pour de la possession de pornographie juvénile et du leurre sur une période de 5 ans. 2500 fichiers à caractère sexuel, dont la moitié impliquant des bébés de moins de 3 ans. Je suis choquée de ce que je suis en train de dire là.
ont été retrouvés dans son ordinateur. Sa feuille de route, donc son casier judiciaire, contient également une condamnation de 9 mois en 2006 pour du leurre et une autre de 15 mois pour de la pornographie juvénile et encore une fois du leurre. Le mec veut pas s'arrêter, vous avez pas compris, il faut le mettre derrière les barreaux. C'est en raison de ses antécédents que la procureure au dossier, maître Mélanie Tremblay, a déposé vendredi une requête pour faire déclarer Brian Jeffrey délinquant dangereux ou délinquant à contrôler. Une évaluation de l'Institut Philippe Pinel sera effectuée au cours des prochains mois et un expert présentera ses recommandations au tribunal. Le dossier de Brian Jeffrey reviendra devant la Cour à l'été pour faire le point sur cette évaluation et pour les observations sur la peine à imposer aux délinquants. Ce dernier est détenu depuis son arrestation en 2022. Ah, donc il est derrière les barreaux. Mais je suis pas sûre d'avoir compris, du coup, il est derrière les barreaux. Et en fait, ils veulent le classifier comme prisonnier dangereux. Qu'est-ce que ça va changer? Je pense que c'est la question que je me pose. Vous êtes parent, vous voyez ça dans le téléphone de votre fille. Vous faites quoi? Déjà 10 ans, 10 ans sur Messenger, Facebook Messenger. Vous pensez que c'est trop jeune ou pas? Après, ce qui est bien, c'est que la mère, elle a vérifié. Elle a vérifié, elle s'est rendue compte qu'ils étaient amis. J'imagine qu'elle a vérifié, parce qu'après, c'est vrai qu'elle a pu aussi tomber dessus par hasard. Est-ce que 10 ans, vous trouvez que c'est trop jeune pour avoir un téléphone portable avec accès à Internet et avec Messenger, sur lequel tu peux avoir des conversations avec des personnes que tu ne connais pas? 10 ans avec Internet, tu peux voir des choses que tu n'es pas censé voir. Plus le temps passe, plus je fais des ça là, plus je trouve que les réseaux sociaux, c'est dangereux. Il s'agit de l'un des cas les plus inhabituels que le procureur du comté de Clark, Steve Wolfson, n'ait jamais vu. Ça commence bien. News 3 a eu sa réaction à une affaire de meurtre impliquant des actes présumés de cannibalisme. Le suspect, Colin Zeck, est maintenant sorti de l'hôpital et doit revenir dans une salle d'audience mercredi 1er mai. Merde, je me suis kéblo encore sur le pouce. Désolé. Le procureur, Steve Wolfson, est impliqué dans nos bureaux locaux depuis plus de 40 ans en tant qu'avocat de la défense et procureur. Mais cette affaire est différente. En 40 piges, tu vois un truc comme ça. Il dit que la compétence du défendeur, donc l'avocat de la défense, sera sans aucun doute abordée. What? Il n'est pas rare que certaines de ces affaires prennent des années à déclarer le procureur. Wolfson, le procureur, donc, appelle cela une enquête en cours, un meurtre macabre survenu sur East Charleston et sur la 3e rue. Sek, 29 ans, est accusé d'avoir attaqué un homme et mangé des parties de son visage. Il n'était pas présent lors d'une audience au tribunal lundi après-midi, désormais reportée à mercredi. Tu bouffes la gueule des gens, donc. Mais est-ce qu'il a pas pris comme il y avait une affaire comme ça qui avait choqué il y a quelques années en Floride, un mec pareil, un SDF qui avait commencé à un mec qui avait commencé à bouffer la gueule d'un SDF. Et d'ailleurs Dieudonné il avait fait un sketch sur ça, il avait dit mais ça doit être salé un peu la viande d'un SDF. C'est un humoriste, hein, mais ça m'avait choqué cette affaire à l'époque. Et je me demande s'il a pas pris la même drogue. Tu sais, la drogue, apparemment, qui s'appelle la drogue du zombie, je sais pas quoi, qui te rend un peu comme un zombie. Et qui te rend un peu cannibale. Zombie, quoi. Je continue. Il a la tête d'un mec qui a pris des substances. Pardon. Donc, c'est le procureur qui s'exprime. Je serais choquée si son avocat ne faisait pas un effort pour dire s'il est sain d'esprit ou non, s'il est compétent ou non. Hashtag le Insanity Defense. Hein. Wolfson dit que les détails du rapport d'arrestation de Tchèque ne ressemblent à rien de ce qu'il a pu lire auparavant. Ça commence à 4h44 dimanche matin devant un 7-Eleven, donc un petit Sidi Ibrahim, quoi, un petit hanout, un petit magasin, sur les boulevards de Charleston et de la 3e rue. Un employé appelle le 911, un employé du 7-Eleven, après qu'un homme ait plaqué et frappé un client dans le parking. L'appelant a également déclaré que le suspect se cognait la tête contre le béton en criant et en faisant les 100 pas devant le hypermarché, le machin. Puis, à 5h33, un autre appel arrive juste en haut de la rue. Des témoins rapportent qu'un homme, correspondant à la même description, se trouve à un arrêt de bus en train de manger le visage d'un homme au sol. À 5h37, la police arrive sur place, Tchèque, sans abri, est placé en garde à vue. Selon le rapport, il y aurait des matières biologiques dans ses cheveux, sa bouche et sur ses vêtements. Oh là là, j'ai été choquée, très choquée, a déclaré James Burch, qui habite à proximité. Quant à Tchèque, donc l'accusé, le procureur affirme qu'il existe un processus quant à la question de sa compétence mentale.
Tout d'abord, il y a une évaluation par des médecins, et ces médecins soumettent ensuite des rapports à un juge. Et le juge détermine ensuite si la personne est compétente ou non. Et si le juge estime que la personne est compétente, alors on procède donc au procès. Mais s'il s'avère incompétent, il est envoyé dans un établissement public pour y être soigné, et l'affaire est temporairement suspendue. Quant à la victime, il s'agit de Kenneth Brown. À ce stade, on ne sait pas si les deux hommes se connaissaient. On n'a pas de photo de la victime. Les policiers du Wisconsin ont arrêté mercredi une enseignante de primaire, âgée de 24 ans, parce qu'elle aurait embrassé avec la langue un de ses élèves âgé de seulement 11 ans. Mais putain, va dans un bar pécho à un inconnu. Madison Bergman, qui enseigne en 5e année à la Rivercrest Elementary School, aurait ainsi abusé d'un jeune garçon de sa classe. Alors 5e année, donc CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Elle a été formellement accusée d'agression sur mineur, en plus d'avoir été suspendue par son employeur. Les parents de l'enfant auraient eu la puce à l'oreille lorsqu'ils ont entendu leur fils parler à son enseignante au téléphone. Doute à son number. Ceux-ci sont ensuite tombés sur un échange de messages textes entre le garçon et sa professeure, dans lesquels il était question de plusieurs rencontres entre les deux durant la pause du dîner ou après l'école. Donc elle sortait avec lui, c'est ça le truc, elle sortait avec lui, d'accord. L'accusée aurait également dit à l'enfant qu'elle aimait quand il la touchait et quand il la frenchait. Comment t'as 24 ans, t'es excité par un gosse de 11 ans, comment c'est possible? Qu'elle aille bouffer la gueule de quelqu'un de son âge? Ah bah, pas bouffer comme le cannibale de tout à l'heure. Attends, j'ai une autre photo de ça, sale gueule. Enfin, j'espère que c'est elle. Ouais, c'est elle. Oh, elle est mariée. Ah, le mariage est terminé, hein. Les enquêteurs ont trouvé, dans la sacoche de l'enseignante, un dossier au nom du jeune garçon, dans lequel se trouvaient plusieurs notes manuscrites évoquant à quel point le duo s'embrassait souvent. En plus, elle écrit ça, elle a laissé des preuves, cette bouffonne. Elle aurait également écrit dans un message: « Je sais que nous avons une relation spéciale, et je t'aime plus que tout au monde, mais je dois être une adulte, et je dois arrêter. » Les policiers n'ont pas encore établi combien de temps les abus auraient duré, mais l'enseignante avait le numéro de téléphone de son élève en décembre dernier, lorsque la famille l'aurait invité à aller skier pendant les vacances. Putain, vacances de Noël. Le même mois, la femme de 24 ans s'était fiancée à son conjoint. Ils devaient se marier au mois de juillet. Annulé. Mais c'est bien, il l'a échappé belle. Il s'est pas marié. Mais si t'as chaud, il y a des mecs qui ont chaud aussi. Tu peux les trouver très facilement. Hein. Sur Tinder, dans un bar, je sais pas. Pourquoi un gosse de 11 ans? Et le pire, c'est qu'elle risque toute sa carrière, sa vie, son mariage. Elle a mis tout en jeu. Et elle a perdu. Qu'est-ce qu'elle se dit maintenant? En cellule? En prison, derrière les barreaux? Qu'est-ce qu'elle se dit? Je fais pas de regret parce que je l'aime même plus que tout au monde, ce gamin de 11 ans. L'enfant va être traumatisé, le mec va être traumatisé. Il y a de plus en plus de meufs qui font des trucs. Soit il va être dégoûté des meufs, il va devenir gay. Soit il va attendre 10 piges avant de se remettre avec une autre meuf. En Chine, une étudiante atteinte d'une cardiopathie congénitale est décédée subitement, après avoir été forcée par son professeur à faire du sport malgré ses antécédents médicaux, a affirmé sa famille. L'étudiante de première année du collège médical de Baicheng, alors collège je pense que c'est plutôt à l'américaine, donc ça doit être genre en première année de BTS ou université, donc dans la province de Jilin, au nord-est, a eu une crise alors qu'elle courait avec ses camarades de classe le 12 avril. L'adolescente du nom de Zhao a été transportée à l'hôpital où son décès a été constaté 2 jours plus tard. Sa tante, qui s'appelle Wang, a déclaré que Zhao avait soumis à l'université, l'année dernière, des documents médicaux prouvant qu'elle souffrait d'une maladie cardiaque congénitale et qu'elle devait être exclue des activités sportives. Cependant, son tuteur, Song, a récemment ordonné à Zhao de participer à une course à pied, parce qu'il la visait selon la tante de l'adolescente. Elle a expliqué que le mécontentement de Song à l'égard de sa nièce provenait d'un incident survenu début avril, lorsqu'il avait laissé entendre que Zhao devrait offrir à sa femme du poisson à cuisiner en cadeau. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc en fait, le tuteur, c'est écrit le tuteur, mais je pense que ça veut dire genre son prof. C'est parti d'un délire de poisson. Et alors, apparemment, le poisson devait être vivant. Zhao a commandé le poisson sur un site de vente en ligne, mais il est arrivé mort. Le professeur était en colère. Ah, donc c'était le professeur, pas le tuteur. Donc il y a un problème de traduction. Le professeur était en colère et a rendu tout difficile pour notre enfant. Il a dit que son certificat de maladie cardiaque était faux et elle devait donc courir tous les jours.
Il avait également retiré Zhao de son poste de surveillante de classe, a déclaré la tante. Alors que Zhao s'effondrait de la course à pied du 12 avril, Song a dit aux étudiants de ne pas l'approcher. Il n'a pas immédiatement appelé les secours, il devait penser qu'elle faisait semblant. Il a contacté la direction de l'université, d'après un camarade de classe. Si nous avions fait l'effort de la sauver à temps, je pense qu'on aurait pu. Mais le prof ne nous a pas laissé l'approcher, a déclaré un des camarades de classe qui a requis l'anonymat. Non, c'est le père, miskin. Song n'a pas pu être contacté pour commenter. Il a éteint son téléphone portable d'après le rapport. Un responsable du bureau administratif de l'école a confirmé que Zhao est morte d'une maladie cardiaque, mais n'a pas pu clarifier le rôle de Song dans cette tragédie. La police enquête sur cette affaire et nous coopérons, a déclaré le responsable de l'université. Les étudiants qui meurent à la suite d'accidents sur le campus ne sont pas courants, mais captivent généralement les médias sociaux du continent. En 2021, une fillette de 9 ans dans la région de Zhuang, au sud-est de Guangxi, est décédée suite à des lésions cérébrales 9 jours après que sa tête ait heurté un mur, lorsqu'elle a été bousculée par un étudiant qui courait dans un couloir. Bien que la jeune fille se soit évanouie, les professeurs n'en ont pas parlé aux parents et l'ont envoyée à l'hôpital seulement des heures plus tard. Tout ça pour du poisson vivant qui est arrivé mort. Parce qu'il est Le pire, c'est qu'il est arrivé. D'où tes profs, tu demandes à tes élèves de te fournir de la nourriture. Après, Mskina, elle est étudiante, c'est eux les adultes, c'est à eux de pas faire ça. Mais je me serais assise en fait, j'aurais dit non, je ne peux pas, laisse-moi tranquille. Est-ce qu'il aurait pas frappé? Est-ce qu'il aurait pas été capable de faire des trucs des dingueries? Il a été capable, il l'a tué. Il l'a tué. Mskina. Par fierté, le mec. Par fierté, par arrogance. Le mec a un ego démesuré. Je voulais un poisson, tu me l'as pas donné. Cible. Il l'a prise pour cible. C'est ce qu'elle a dit, la tata. Elle a dit la visée. Les pauvres parents, quoi. Et en plus, à tous les coups, ça doit être leur fille unique. Elle devait être fille unique. Ils ont plus d'enfants, quoi. Mais Skena, elle a dû souffrir. Elle est morte devant tous les témoins. Imagine le traumatisme de tous les élèves de sa classe qui étaient là en train de courir et qui ont été empêchés d'intervenir. Et tous ils sont traumatisés maintenant. Lui devrait être en prison. Il a refusé de commenter machin. D'où tu l'appelles sur son téléphone? D'où il a encore un téléphone portable? Pourquoi il est pas en tôle, le mec? On y va pour notre dernière affaire. C'est pas vraiment une affaire, mais c'est pas grave, parce qu'on a besoin de finir avec de la mignonnerie. Un zoo situé en Chine a été forcé d'admettre qu'il aurait teint des chiens en blanc et en noir pour leur donner l'apparence de pandas, après que des visiteurs se soient plaints du subterfuge dès leur dévoilement la semaine dernière. Mais what? Il n'y a pas d'ours panda au zoo, c'est pourquoi nous avons voulu en faire. Le porte-parole du zoo Taizu ne s'en est pas caché. Tu sais que j'ai cru que c'était une nouvelle race de panda. En fait, j'avais regardé la vidéo quand je l'ai mise, et j'ai pas lu l'article. Donc moi j'ai dit, mais c'est une nouvelle race de panda. Mais c'est trop génial! Mercredi dernier, les premiers visiteurs à assister au dévoilement de la nouvelle espèce de chien panda n'ont pas tous été convaincus, alors qu'ils seraient tombés nez à nez avec des chiens touffus de race chow chow, comme on dit, teints en noir et blanc pour simuler la fourrure des pandas. Si plusieurs familles se seraient plaintes d'avoir été trompées par la publicité forçant le zoo à rectifier publiquement le tir, d'autres l'ont plutôt accusé de maltraitance animale. Les gens se teignent aussi les cheveux. La teinture naturelle peut être utilisée sur les chiens s'ils ont une longue fourrure, a défendu le porte-parole du zoo. Néanmoins, d'autres visiteurs ont été charmés par les petites bêtes sautillantes. Ils sont vraiment petits et ils courent vite. Ils sont adorables, a martelé l'un d'entre eux. Ce n'est pas la première fois qu'un zoo fait controverse après avoir tenté de déguiser un animal. Récemment, un autre zoo en Chine se serait attiré les foudres du public après avoir tenté de faire passer un autre chien chow chow, l'un de ce même race, pour un lion, allant même jusqu'à installer un panneau ne laissant aucune place au doute quant à ses intentions. Utiliser un chien et le faire passer pour un lion est définitivement une insulte envers les touristes. C'est clairement un chien, le truc. Moi, je suis une teubée, j'avais même pas remarqué. Regarde. J'avoue, ils sont trop cute. Et Hinata, je te rejoins, qui, à un moment, s'est dit « Eh, venez, on fait ça. C'est une trop bonne idée. » Et tout un zoo, il a suivi. Tout un zoo, il a dit « Ok, on valide. » Maybe it's a dog. It's a dog. Bon, c'était cute. Génial. Justin, il a dit génial. Et merci à toutes et à tous d'être venus dans le chat.
Ce fut un plaisir de vous voir. On était nombreux aujourd'hui, ça fait plaisir. Merci à toutes, à tous. Merci aux personnes qui sont dans l'ombre. Prenez soin de vous, brunchez bien, mangez bien. Et sur ce bon dimanche, on se retrouve bientôt. Je m'éloigne un peu, qu'on voit pas trop les escalboussures de mon gelève.